Bonjour et bienvenue à ce 10e et dernier webinaire sur le financement gouvernemental, une approche à 10 volets, dans le cadre du projet Gouvernance et capacité du réseau de l'AFO, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Ces webinaires sont rendus possibles grâce à une contribution financière du ministère du Patrimoine canadien au gouvernement du Canada et également une contribution pour l'équipement de la part de la Fondation Trillium de l'Ontario. Donc, on remercie nos bailleurs de fonds et on espère que les séances vous seront utiles. Mon nom est Luc Comeau. Je suis un spécialiste en financement gouvernemental. Je travaille en Ontario français principalement et je crois que l'on peut desservir les besoins de notre communauté, entre autres, en utilisant l'instrument du financement de programmes et de projets par les gouvernements et des fondations comme la Fondation Trillium. Donc, ce webinaire ici, aujourd'hui, c'est celui qui porte sur la gestion du développement du financement gouvernemental. On veut faire la boucle, on veut faire le point sur l'ensemble des 10 webinaires, l'ensemble des meilleures pratiques qu'on vous a proposées, toujours dans l'optique de l'objectif de formation de l'ensemble des webinaires, qui est de renforcer vos habiletés en financement gouvernemental pour que vous puissiez avoir un effet multiplicateur dans la communauté avec plus de ressources pour plus de projets, plus de services, plus de programmes qui créent une meilleure qualité de vie pour les francophones en Ontario. Donc, dans cette série de webinaires, on vous présente des astuces, des meilleures pratiques de manière à renforcer ces capacités-là chez vous et pour que vous puissiez également transférer et encadrer d'autres personnes. Vu qu'on arrive à la fin, cette diapositive est quand même très remplie. Je ne vous ferai pas la litanie que je vous fais depuis le début sur qu'est-ce qu'on a fait à quel moment donné. Je vais tout simplement vous dire que pour les points que vous voyez à la diapositive là, il faut avoir un processus concerté et des outils de suivi et une attention hebdomadaire portée vers l'ensemble de ces choses-là si on veut réussir du développement en financement gouvernemental. Donc, essentiellement, tous ces composantes-là sont des modules que vous opérez dans votre stratégie financière au niveau de votre organisme à but non lucratif. Beaucoup d'organismes souhaitent une croissance de leur chiffre d'affaires parce que ça veut dire qu'ils ont plus de ressources pour répondre aux besoins qui ne sont pas répondus dans leur communauté, auprès de leurs membres, auprès de leur clientèle cible. Donc, l'ensemble de ces variables-là, vous allez les jouer dans une stratégie globale avec des outils et c'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Ça peut sembler comme un grand casse-tête avec plusieurs morceaux. Avec le temps et un bon outil, vous allez avoir une mainmise sur ces processus-là. On ne les contrôle pas toujours parce que des bailleurs de fonds, ça change, des dates de tombée. Il y a des programmes qui sont prévus, qui ne sont par la suite pas annoncés. Il y a des demandes qui sont soumises et on nous promet une réponse par telle date et 2 mois plus tard, c'est toujours pas annoncé à cause de restrictions ou de refus de programmes par des ministères de finances. Il y a beaucoup de morceaux de puzzle à assembler, mais le jeu en vaut la chandelle à mon avis. Donc, on va parler aujourd'hui, dans un premier temps, des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous voulez développer dans le domaine du financement gouvernemental, vous voulez augmenter, connaître une croissance? On va revenir sur la sélection de programmes. On va mettre beaucoup d'accent sur la gestion des soumissions, préparer les demandes, s'assurer qu'ils sont de qualité, qu'ils sont soumises à temps, qu'ils sont complètes. Je vais vous proposer des meilleures pratiques au niveau des suivis que vous devez faire à chaque semaine, possiblement chaque jour, mais au moins à chaque semaine, tout au long de l'année. Donc, on parle de 40 à 50 efforts, un par semaine, tout au long de l'année, pour gérer le développement en financement gouvernemental. Premièrement, au niveau de votre développement, si vous avez déjà des demandes de financement dans le système, c'est-à-dire soumises et pour lesquelles vous attendez des réponses, ou des projets qui ont eu du financement de la part d'un programme spécifique, il y a déjà là une première liste de demandes à renouveler. Un programme qui a déjà investi dans votre organisme et peut-être apte à investir à nouveau dans un projet différent. Et ces demandes-là, cet historique-là dans votre organisme, s'il est présent,
Ça forme la première liste de travail pour les demandes à considérer. Et il y a au-delà de cela le top 10 et les courriels d'opportunités de financement de l'AFO qui vous présentent toute une série d'opportunités à analyser et à sélectionner. Mais comment on choisit tout ça? On se donne un objectif annuel de croissance. À mon avis, c'est la meilleure façon de le faire. Mais on ne peut pas inventer ce chiffre-là de toutes pièces. Il faut se donner des éléments sur lesquels on le construit. Je vous encourage à vous donner un objectif annuel sur 3 ou 5 ans. Je vous donne un exemple. Si votre organisme a un employé et vous avez un chiffre d'affaires, vos derniers états financiers annuels avaient 80 000 $ de chiffre d'affaires et vous êtes présent dans une région et vous offrez des services variés, un objectif de croissance pour l'année suivante pourrait être d'atteindre le cap du 100 000 et que l'année 2, vous soyez à 125 ou 130 et que l'année 3, vous soyez à 150 000. Ce qui voudrait dire essentiellement doubler la taille de votre organisme en 3 ans. Mais si vous voulez vous fixer un objectif d'atteindre 500 000 de chiffre d'affaires en 3 ans, mon conseil, c'est d'être un peu plus prudent. Étant donné que ça prend du temps à développer des projets, ça prend du temps à préparer les demandes, ça prend du temps à ce qu'elles soient analysées. Et lorsque vous recevez une contribution, c'est seulement au moment où vous faites les dépenses que ça apparaît dans votre chiffre d'affaires. Donc, si votre année financière finit le 31 mars, vos chances d'augmenter au mois de décembre votre chiffre d'affaires en 3 mois sont relativement minimes, mais vos chances d'avoir un impact sur votre prochaine année financière, avril à mars, sont quand même, c'est jouable, c'est faisable. Et l'important, c'est de vous donner un petit peu un barème d'augmentation que vous sentez que vous pouvez atteindre. Il ne faut pas non plus donner des buts, les partager avec son CA, les crier sur tous les toits et ensuite peiner à les atteindre. Moi, je crois beaucoup dans une approche où on est réaliste et on tente de créer un momentum qui mène à des augmentations légères, qui par la suite, avec le temps, mènent à des augmentations plus fortes. Ça dépend également, si votre organisme a un chiffre d'affaires de 400 000 $ et vous avez un bailleur de fonds principal et 5 employés et 3 autres bailleurs de fonds qui investissent ici et là au fil des ans dans certains petits projets, vous pouvez optimiser ça et créer beaucoup plus de revenus sur, encore une fois, 1, 2, 3 ans. Et peut-être que vos objectifs, au lieu d'être peut-être une augmentation de 10-20 %, ensuite 30-40 %, ensuite 50 % sur 3 ans, peut-être qu'ils peuvent être un peu plus ambitieux sur la 3e année. Mais encore là, au niveau des premières années, soyez le plus prudent possible. À partir des demandes qui vous semblent évidentes, que vous voulez faire, entre autres dans le top 10, au niveau de la sélection, il faut tenir compte de l'arrimage entre vos projets et les objectifs, mais également, il faut se donner une idée du degré d'effort qu'on doit investir dans développer la demande et développer le projet. Donc, un projet qui a un besoin financier de 10 000 $ et qui répond à un besoin très précis qui a été énoncé à votre assemblée annuelle par 20 personnes et appuyé par une résolution. Essentiellement, vous avez déjà un énoncé du besoin, vous avez une idée du coût et vous pouvez sélectionner un bailleur de fonds avec un processus un peu moins élaboré. Et l'ensemble de votre effort est peut-être 3 à 4 journées de temps réparties sur 1 mois ou 2 pour définir le projet et monter la demande. Si par contre vous voulez déployer un service annuel sur 3 ans qui va toucher 500 personnes annuellement, c'est certain qu'il faut probablement une étude de faisabilité, une analyse de besoins, un budget de plusieurs dizaines, sinon centaines de milliers de dollars dans le temps, des employés supplémentaires. Donc, lorsqu'on sélectionne les opportunités, il faut toujours tenir en compte l'estimé d'effort et pas se surcharger. Donc, vous allez même sélectionner des programmes que vous allez mettre de côté en cours de route parce que le degré d'effort devient plus grand ou il y a concurrence entre différentes opportunités et vous choisissez une opportunité qui est mieux ciblée sur vos besoins.
Mais l'essentiel, c'est de se donner un outil où on peut consigner ces éléments-là. Allons-y avec un exercice individuel. Vous avez 2 minutes. Dites-moi si vous utilisez un outil, une grille, un fichier, une liste, ça peut être une liste sur papier, pour gérer et prioriser vos démarches de financement gouvernemental. Prenez 2 minutes pour regarder dans vos systèmes et décrire un petit peu quel type d'outil vous utilisez. Et si vous n'en avez pas, ben c'est dans l'informel. Vous avez 2 minutes. Un autre 30 secondes. Merci. Maintenant, est-ce que ce serait possible pour vous de partager dans le chat une courte description de l'outil? Est-ce que c'est un tableau Excel? Est-ce que c'est une liste à la main? Est-ce que c'est un document Word? Est-ce que c'est un appli dans votre téléphone? Prenez quelques instants pour inscrire dans le chat quel type d'outil vous utilisez. Sinon, vous écrivez informel pour qu'on puisse présenter aux autres participants des exemples de mode d'outils. Une personne qui inscrit un document Excel. Dans un premier cas, c'est un document Excel. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Au niveau du document Excel que vous avez partagé, que vous avez indiqué, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de types de données critiques selon vous? Je fais appel à la personne qui a déjà contribué au chat. Donnez-nous 2 ou 3 exemples de catégories ou de titres de colonnes de votre tableau qui, selon vous, sont critiques. La personne contact. Le montant de la demande. Le montant de la demande. La date où la réponse est attendue. La date auquel on s'attend à recevoir la réponse du bailleur de fonds. Le bailleur de fonds, donc le ministère, le programme spécifique. La date de demande, les partenaires. Date de tombée, partenaire.
Merci beaucoup de partager. Ça donne une illustration des variables, des données qu'on doit gérer lorsqu'on travaille avec des bailleurs de fonds. Tantôt, je vais vous proposer un outil et on va le comparer. Il y a des retouchements, mais il y a déjà des différences. Donc, ça va être intéressant de voir quelle sélection vous allez vous faire pour votre outil de suivi. On va vous aider à le construire. Donc, l'important pour cet outil-là, c'est de tenir compte de 3 temps. Avant la décision de choisir le bailleur de fonds, pendant la préparation de la demande et après la soumission de la demande, c'est-à-dire l'analyse, les ententes, les rapports l'an prochain. Il ne faut pas perdre de vue non plus. Donc, ma recommandation, c'est de créer un tableau où on inscrit les opportunités qu'on sélectionne. Entre autres, si vous êtes en mesure de faire les opportunités que vous considérez. Si vous recevez de l'information sur un programme dans un courriel et ça ne vous touche pas du tout, évidemment, ça serait ça serait à ne pas inscrire dans votre outil de gestion. Mais si c'est un programme où vous dites, ah, il y a peut-être quelque chose là pour nous, vous vérifiez l'info, êtes-vous admissible, quels sont les objectifs, et si vous sentez qu'il y a quelque chose, un rapprochement possible, je vous encourage à l'inscrire dans votre tableau de suivi et faire votre analyse cette année en fonction de la prochaine date de tombée, mais de ne pas perdre de vue cette opportunité-là parce qu'elle pourrait revenir l'an d'après. Évidemment, une fois que vous avez sélectionné le bailleur de fonds, il faut l'inscrire dans l'outil pour vous permettre de suivre de façon hebdomadaire où vous êtes rendu dans la préparation de la demande. Et une fois qu'elle est soumise, quel montant a été demandé et la date où on s'attend de recevoir la réponse. Et même lorsque c'est approuvé ou rejeté, on le garde dans l'outil pour suivre la mise en œuvre et faire une nouvelle proposition l'an prochain, ou bien pour tenir compte de cette opportunité-là dans le prochain cycle. Certains programmes ont 3 tombées par année, par exemple les festivals locaux à patrimoine. On peut soumettre le 31 janvier, 30 avril, 30 septembre. Mais si on ne le soumet pas le 31 janvier, on peut carrément prendre l'outil et le mettre plus loin dans le temps pour le considérer à nouveau, ce programme-là. Donc, je vous dévoile maintenant ce que moi je suggère comme meilleure pratique. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et un tableur, un outil comme Excel ou Google Sheets devient, à mon avis, un bon outil relativement simple pour consigner ces éléments-là qui vous permettent de faire le suivi hebdomadaire. On parle de mise à jour à chaque semaine. Pour ce type d'outil-là, c'est un repositoire de données qui vous permet de mesurer où vous en êtes, qu'est-ce qu'il y a à faire, et ça vous permet de planifier les travaux et les suivis dans le domaine du financement gouvernemental de votre organisme. Je vous offre cela tout à fait conscient que vous avez plus qu'un dossier à mener dans votre rôle, dans votre organisme, et que le financement gouvernemental peut parfois occuper seulement une fraction de votre temps. Ou si vous êtes un agent de programme dans un organisme, plutôt qu'une direction générale, et que vous êtes en charge de la mise en œuvre et du financement, écrire les demandes, vous devez jongler votre travail de développement avec votre travail de mise en œuvre. L'outil peut vous permettre de calibrer vos efforts sur une base hebdomadaire. Vous voyez sur la diapo les champs de données que je vous recommande comme étant les champs de données critiques. Ça n'en exclut pas d'autres, mais à mon avis, il faut s'en tenir à 7 à 10 colonnes dans le tableau, sinon, à un moment donné, on rentre dans trop de détails. Et j'ai eu des exemples, moi, où j'ai aidé des organismes à faire ce type d'outil-là, puis on s'est un peu encombré dans trop de colonnes. Si ça n'apparaît pas tous sur le même écran, par exemple, ça devient un peu dur pour le cerveau là, de gérer cette complexité-là. Pour moi, la donnée critique que je recommande pour la colonne 1, c'est la date de tombée pour le dépôt de la demande. Et je vous recommande de créer dans votre tableau l'année 2018 et ensuite l'année 2019 probablement, l'année 2020, l'année 2021, année calendrier, donc de janvier à décembre, et d'inscrire, lorsque vous connaissez une date de tombée pour un programme,
séquentiellement et en ordre chronologique la tombée. Donc, par exemple, si vous êtes conscient qu'il y a une tombée à Trillium le 4 février et une tombée à Patrimoine le 6 février, vous inscririez déjà dans l'outil 4 février, Trillium, démarrage, 6 février, Patrimoine, projet, par date de tombée. L'autre élément de variable, à mon sens, qu'il faut contrôler, c'est vous avez plus qu'un projet, vous avez des idées, et lorsque vous faites un résumé, ça devient essentiellement un projet. Donc, ces projets-là sont comparés à des programmes pour sélectionner les programmes. Donc, la variable du nom du projet, que ce soit un guide de sensibilisation ou des ateliers de formation pour jeunes entrepreneurs ou une campagne médias sociaux pour augmenter la participation des commerces francophones à l'offre de services en français, c'est tous des projets et typiquement, votre organisme va en avoir 2, 3, 5, 8, avec le temps plusieurs. Donc, pour moi, la deuxième variable, c'est le projet qui est arrimé avec le programme. Et typiquement, pour un projet, vous avez un ou plusieurs bailleurs de fonds, donc le nom du projet peut réapparaître. Et si jamais vous le soumettez à un bailleur de fonds et ensuite vous êtes refusé, vous le resoumettez à un autre bailleur de fonds, il apparaîtrait encore là. Moi, je recommande le projet comme étant la colonne 2 dans votre outil. La colonne 3, c'est le programme, donc collaboration avec le secteur communautaire. La colonne 4, c'est le ministère du patrimoine canadien, en l'occurrence. Je vous encourage fortement à insérer le lien vers la page principale du programme dans la colonne 3, le nom qui est, disons, démarrage. Vous allez à la page de Trillium principale sur le programme démarrage et vous copiez le lien et vous insérez ce lien-là dans votre chiffrier pour pouvoir y référer facilement. Votre outil de suivi, votre outil de gestion, c'est aussi votre porte d'entrée sur le renseignement de programme. Et la page principale qui donne entre autres des hyperliens vers les critères, vers les formulaires, par exemple, c'est vraiment votre point d'entrée. Et sur la colonne 4, je vous recommande carrément de mettre le lien vers la page principale du ministère ou de la fondation. Parce que typiquement, ces pages principales-là ont des nouveautés ou des communiqués de presse. C'est important de les consulter de temps à autre pour connaître les orientations stratégiques de ce ministère-là. Mais l'entrée précise, c'est vraiment votre programme. Et parfois, comme je vous donne un exemple, le programme Nouveaux Horizons à Emploi et Développement social Canada, pour les projets communautaires, c'est au mois de juin, la date de tombée typiquement. Mais au mois de septembre, on prend toutes les données de cette page-là, puis on en fait une page très, très restreinte jusqu'au printemps. Et à un moment donné, au printemps, pouf, on réactualise les critères, le formulaire, tout cela. Si vous avez le lien dans votre outil, vous pouvez le consulter de temps à autre. Ou si vous entendez à travers le courriel d'opportunité de financement de l'AFO que ce programme-là est à nouveau actif, vous avez déjà le lien en boîte. Donc, les colonnes 3 et 4, c'est vraiment la cible. Quel programme dans quel ministère. Par la suite, je vous recommande de créer 3 colonnes financières. Un, le montant que vous ciblez demander. Tout au long de la sélection du programme, la préparation de la demande, vous pouvez mettre un montant qui peut changer. Vous pouvez décider, basé sur, exemple, Trillium démarrage, vous pouvez demander de 5 à 75. Disons que vous commencez l'analyse, vous inscrivez là un montant aléatoire, par exemple, de 50 000. Ça vous permet de garder un sens de combien de fonds sont possibles pour votre organisme. Et à mesure que vous écrivez la demande, si en bout de piste, vous demandez 62 500, bien évidemment, le montant ciblé se fait mettre à jour à chaque semaine. Quand vous déposez la demande, je vous recommande une autre colonne qui est le montant de demande financière que vous avez dans la machine auprès des différents programmes pour analyse. Ça vous donne une idée de l'entonnoir de financement possible pour votre organisme qui est faisable dans le sens où vous avez déjà soumis la demande, vous connaissez le montant que vous demandez et en bout de piste, vous savez que vous allez recevoir un oui ou un non ou un montant partiel. Donc, le montant soumis vous donne une idée de qu'est-ce qui est possible. Si vous avez 5 demandes soumises,
tout de 50 000 $, mais il y a $250 000 de ressources possibles pour votre organisme dans la prochaine année. Si vous avez 5 demandes de 3 000 $, vous avez 15 000. Ça vous permet un peu de voir quel est le potentiel dans les 6 prochains mois de confirmer des fonds. Dans une autre colonne juste après celle-là, ces 3 colonnes-là, au niveau des montants, peuvent être des formatages au niveau de dollars. Vous inscrivez le montant que vous avez reçu lorsque vous avez la lettre ou l'accord de contribution et le montant total. Parce que même si vous recevez les fonds sur 3 ans, le moment où vous recevez les sous, c'est le moment où votre organisme s'engage au projet. Ces données-là vous permettent de garder un peu des statistiques sur combien vous aviez ciblé et en bout de piste, combien vous avez soumis et finalement, combien vous avez reçu. Je vous parle beaucoup de, il faut faire 5 demandes, vous allez en chercher 2. En bout de piste, vous pouvez soumettre $1 million en demande sur 5 millions de dollars que vous avez ciblés. Mais le montant que vous avez reçu dans l'année, c'est vraiment ce qui va contribuer à la croissance de votre organisme. Donc, cette troisième colonne-là est critique, selon moi. Et vous voyez, je suis déjà en train de vous recommander date, projet, programme, ministère, montant, montant, montant. On est rendu à 7 variables. L'exemple qui a été fourni incluait des choses comme le non-contact, la liste des partenaires. Moi, je vous suggère de commencer avec une dernière colonne qui s'appelle Notes, dans laquelle vous consignez d'autres informations. Quand vous allez voir que la même information revient toujours, vous pouvez rajouter une colonne. Ou si vous sentez que ministère, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez éliminer cette colonne-là. Les autres, je les recommande fortement. L'image que ça donne, cette proposition ici que je vous formule, c'est la suivante. Date de tombée, projet, programme, bailleur de fonds, ciblé, soumis, reçu, prochaine étape, note. Quand je dis prochaine étape ici, si vous oublierez ce tableau-là, moi, je prône, prenez de 9h à 9h30 le lundi matin parce qu'il n'y a rien de plus important pour l'avenir de votre organisme que la croissance de votre financement, à mon humble avis, qui est quand même très biaisé. Je suis spécialiste dans le domaine. Pour moi, c'est mettre en place des ressources pour plus de projets. Donc, je dirais, prioriser en début de semaine une revue de ce tableau-là. Vous avez du travail à faire au niveau de sélectionner des nouvelles opportunités, de préciser certains projets cette semaine, de travailler des formulaires de demande, d'envoyer une note à un partenaire potentiel pour voir s'ils sont intéressés à lire votre résumé de projet. Ceci peut devenir le filtre par lequel vous organisez vos tâches pour la semaine, de manière à calibrer, je le fais cette semaine, je le fais la semaine prochaine, je mets une pleine journée sur de la rédaction où carrément j'élague le programme pour cette année et je l'inscris dans l'année suivante pour ne pas le perdre. Cet outil-là vous permet de calibrer vos efforts et de porter jugement sur l'ensemble des opportunités que vous analysez, l'ensemble des demandes que vous bâtissez. On se rend compte parfois à mi-chemin dans la rédaction d'une demande que, dans le fond, les objectifs et ce qu'on va faire finalement, ce n'est pas très arrimé. On peut se permettre d'arrêter le travail et d'investir son temps sur une autre demande. Donc, c'est vraiment un outil à mettre à jour constamment et puis qui vous permet de structurer votre travail. Et aussi, si vous travaillez en équipe sur la rédaction, si vous avez un bénévole qui écrit vos demandes pour votre organisme, aussi la direction générale fait la rédaction, mais c'est la personne comptabilité qui fait toujours les budgets et l'agent de programme qui définit les résultats ou qui fait la consultation au niveau de la communauté pour établir les besoins. Vous pouvez utiliser l'outil soit en individuel vous-même ou comme ordre du jour lors d'une réunion de coordination de 30 minutes par semaine où vous faites le point sur l'ensemble de votre travail de développement de financement. Si vous êtes plus qu'un, je vous recommande fortement de faire ce travail-là en présentiel ou au téléphone au moins une fois par 2 semaines pour carrément avoir des dialogues sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on soumet, est-ce que le projet est solide, est-ce que le résumé de projet est très clair. Non, OK, on va l'envoyer à quelqu'un pour de la rétroaction. C'est vraiment du travail à la semaine qui, au fil du temps, vous permet
de bâtir d'excellents projets et d'aller chercher d'excellentes sommes de financement. Donc, c'est vraiment les variables que je vous propose de tenir à jour. C'est un outil de gestion parce que ça vous permet de prioriser, déprioriser, déléguer, vous attribuer vous-même des tâches. Et vous savez, la vie intervient, vous êtes malade 2 jours, donc le mercredi, vous n'avez rien fait dans ce domaine-là. Si la tombée est mardi de la semaine suivante, peut-être que vous ne faites pas la demande, mais peut-être que le vendredi, vous réorganisez vos tâches pour écrire le texte de la demande, si c'est un petit projet, par exemple. Et ça arrive, on s'engage à faire des choses, la semaine finie, on ne les a peut-être pas fait. Si on fait le recalibrage la semaine d'après, du moment où on recalibre et on repriorise et on décide si on poursuit ou non, il n'y a pas de problème à ce que ça ne soit pas été fait. C'est vraiment un outil qui nous permet de mesurer le progrès de nos tâches en développement de financement. Moi-même, je travaille comme spécialiste avec ces outils-là. Je travaille dans la préparation de demande, je travaille dans le coaching, j'encourage des gens à faire des processus. Je m'engage moi-même à faire des tâches que je n'accomplis pas dans la semaine. Normalement, je suis capable de les rattraper dans la semaine ou 2 qui suivent. Et si c'est très tardif, normalement, je prends la décision difficile de ne pas faire le travail plutôt que de le faire à moitié. Donc, cet outil-là vous permet de faire des suivis. Inscrire le top 10, c'est quelque chose que vous pouvez déjà faire. Si vous prenez le temps de créer l'outil tout de suite et vous ouvrez un sheet ou un Excel, revenons à l'exemple, je vais vous donner 2 minutes et vous encourager à le faire tout de suite. Allez-y. Un autre 30 secondes pour inscrire les colonnes. Vous n'avez pas besoin de les formater. Vous pouvez juste mettre l'information critique, les titres de colonnes. Et voilà, vous avez déjà créé un outil. Maintenant, dans les suivis de ce webinaire, vous pouvez faire 2 ou 3 choses. Premièrement, les demandes que vous avez en place ou que vous avez déjà soumis, les projets pour lesquels vous avez reçu du financement. Vous pouvez faire l'inscription au moins du nom du projet et du programme et du montant soit ciblé, soumis ou reçu. Donc, dans un premier temps, votre situation actuelle au niveau des bailleurs de fonds, vous pouvez l'inscrire dans l'outil. Dans un deuxième temps, au niveau du top 10, vous avez pris des notes lors du webinaire.
au niveau des 10, je vous avais fait faire un exercice de priorisation. Retournez dans ces feuilles-là et inscrivez les éléments du top 10, sinon l'ensemble des 10 dans votre outil pour vous assurer que vous les analysez à chaque année, au moins, comme opportunité potentielle. Et dans un troisième temps, au niveau de cet outil-là, lorsque vous entendez parler d'un programme, vous recevez un courriel d'un bailleur de fonds parce que vous êtes sur une liste, vous recevez le courriel opportunité de financement de l'AFO et vous voyez des nouveaux liens vers des programmes qui sont des opportunités. Vous cliquez, vous lisez la page principale qui explique le programme de financement et vous allez dans votre furteur, vous copiez le site et vous l'inscrivez dans votre outil de suivi en dessous du programme et vous inscrivez le nom du programme et la date de tombée. Déjà là, ces trois tâches-là qui pourraient vous prendre peut-être 1 heure dans la prochaine semaine, vous permettraient de garnir cet outil de suivi-là avec suffisamment d'éléments pour vous permettre de démarrer votre stratégie de croissance. Les opportunités de financement, le courriel de l'AFO est typiquement aux 2 semaines. Il y a normalement 2 à 3 à 4 pistes. Donc, vous allez pouvoir continuer à garnir avec normalement 1 mois ou 2 d'avis avant la date de tombée, de nouvelles opportunités de financement. Ce tableau-là, à un moment donné, va totaliser peut-être 10, 15, 20, 30, 40 opportunités de financement sur une année calendrier. Je connais des groupes qui font 30 demandes par année. J'en connais qui en font 5. L'important, c'est de savoir ce qui s'en vient, faire une bonne analyse et sélection, et ensuite se donner le temps au niveau de l'effort requis pour définir le projet, soumettre la demande, et là, suivre les progrès et les décisions, et toujours garder en tête que l'année d'après, si on n'a pas soumis au Conseil des ordres d'Ontario cette année pour de l'appui à la diffusion pour un spectacle lors de notre congrès, mais la tombée, c'est le 18 avril annuellement, typiquement. Puis je crois qu'il y a même une tombée en septembre, si je me souviens bien. Celle-là, pour une demande de 2 000 $ pour un cachet d'artiste avec les frais techniques, vous pouvez décider de la faire dans les prochains mois, dans 6 mois, dans 1 an. Mais c'est peut-être une opportunité, elle est dans le top 10, à considérer. Et lorsque vous sentez qu'il y a trop de travail, eh bien, vous l'avez poussé un peu plus dans le temps. On a un horizon de développement de 3 ans, donc on n'a pas besoin de tout faire tout de suite. Mais l'outil vous permet de toujours calibrer et de suivre le progrès et de prendre ces décisions-là, à savoir si on investit le temps requis pour développer la demande. Donc, pourquoi est-ce qu'on coordonne tout ça? Pourquoi est-ce qu'on fait des suivis à chaque semaine? Pourquoi est-ce qu'on gère le développement? On veut mesurer le cheminement de l'organisme et les succès. On veut centraliser les renseignements clés en un endroit. Vous partagez cet outil-là avec 1 ou 2 ou 3 personnes. Vous vous en servez pour donner des comptes rendus à votre conseil d'administration, à savoir où vous êtes rendu dans le développement. Vous vous en servez pour coordonner la répartition des rôles à l'interne. Vous partagez les renseignements. Rien ne vous empêche en passant, dans la colonne projet, si vous utilisez par exemple Google Drive ou un Dropbox ou un OneDrive ou un Drive partagé, vous pouvez mettre un lien vers le résumé de projet que vous gardez constamment à jour. Donc là aussi, ça partage les renseignements. Si quelqu'un reçoit une question et que vous n'êtes pas au bureau cette journée-là, ils peuvent au moins lire le projet et donner une réponse préliminaire. Évidemment, la coordination, lorsqu'on passe en revue des dossiers et le progrès et l'avancement des projets, on identifie des obstacles, des défis, des problèmes, on trouve des solutions, on identifie des démarches, on se rend compte qu'on est en train d'écrire une demande pour former les jeunes parents et leur donner des habiletés. Et on lit les critères du programme, puis en bout de piste, il faudrait vraiment faire un sondage pour vraiment définir quel type de besoins les parents ont. C'est-tu au niveau des 0 à 3 ans, des 4 à 12 ans, au niveau des adolescents? Mais peut-être qu'on peut faire une demande à démarrage pour une étude de besoins et demander 15 000 $ et faire la réalisation de l'étude. Et 6 mois plus tard, avec les résultats, on fait une très bonne demande pour répondre à un besoin qui a été explicité dans la communauté. Donc ça peut être des problèmes dans la préparation d'une demande qui deviennent une solution à long terme pour un autre projet qui deviendrait beaucoup
plus clair ou beaucoup plus percutant au niveau des services à la communauté. En bout de piste, lorsqu'on coordonne, c'est pour faire avancer les dossiers. La fonction de gestion dans un organisme, c'est la même chose que la fonction de gestion dans une petite entreprise. La personne qui est responsable du développement, c'est rentrer des nouvelles ressources, leur rôle. Et au niveau des bailleurs de fonds, on fait avancer les dossiers, on prend des décisions. Petit train va loin, je prêche la patience et le long terme à ce niveau-là, mais la recette que je vous ai proposée depuis 10 webinaires, je l'ai vu réussir à maintes reprises. Je connais des organismes qui ont des croissances importantes parce qu'ils ont pris le temps d'attaquer ces 10 composantes-là et de l'intégrer à leur quotidien. Donc, allons-y avec un autre exercice individuel, cette fois-ci qui porte sur vos capacités. Vous avez 3 minutes pour répondre 2 questions. Premièrement, quelles sont nos capacités internes au niveau du développement et du financement de projets? Identifier des noms de personnes et des rôles. Et dans un deuxième temps, quelle expertise et combien d'heures par semaine par personne est-ce qu'on peut, de façon réaliste, s'attendre? Si la personne qui fait la tenue de livre chez vous et la comptabilité est là une journée semaine, il faut peut-être lui demander 2 heures par mois pour nous aider. Si vous avez un agent de programme qui pourrait mettre une demi-journée semaine sur les préparations de demande, inscrivez cela. Donc, allez-y, vous avez 3 minutes. C'est un peu pour faire un plan d'action de qui est dans votre stratégie de développement et quel rôle il joue à combien d'heures par semaine. Vous avez 3 minutes. Il vous reste 30 secondes. Merci d'avoir pris le temps de compléter cet exercice. Si les expertises, les ressources, vous ne les avez pas à l'interne, sachez qu'il y a des pigistes dans toutes les communautés qui sont des rédacteurs, qui peuvent travailler à contrat sur des projets
L'AFO peut peut-être vous référer des gens. Il y a un répertoire de consultants également sur le site web de l'Assemblée. Si vous n'avez pas les ressources à l'interne et que vous avez un surplus accumulé ou des ressources financières que vous pouvez affecter au développement pour vous accompagner, il y a des pigistes qui font ce type de travail-là. Mais d'abord et avant tout, vous pouvez aussi faire appel à l'AFO pour de l'appui technique et de l'appui au niveau de la création de programmes. C'est un projet qui a été financé par la Fondation Trillium. Il reste 2 ans et demi dans ce projet-là. Vous pouvez faire appel à l'AFO pour de l'appui, pour tout ce qui touche le chemin qu'on vient de parcourir, les idées, les résumés, la sélection, le top 10, les demandes, les budgets, les partenariats, les ententes et la gestion du développement. Je vous relance avec un dernier exercice. Vous avez 2 minutes. Quels sont les éléments de suivi clés pour moi dans les 3 prochaines semaines? Dressez une liste de 3 à 5 tâches ou de suivi prioritaire que vous devez incorporer à votre système de gestion et de délégation. Comment vous vous organisez pour faire votre travail global? Quelles sont 3 tâches que vous voulez faire pour capitaliser sur l'effort que vous avez mis dans cette série de 10 webinaires? Vous avez 2 minutes. « 30 secondes encore. » Merci à vous d'avoir participé à ces webinaires. Merci de prendre le temps de persévérer pour mettre en place du financement. Je vous laisse avec un souhait à titre de conclusion. Je souhaite que vous preniez un peu de temps pour aller sur le site web de mon assemblée et retrouver le plan stratégique communautaire Vision 2025. Il y a une version brève et une version de 30 pages. Je vous encourage à le télécharger, à l'imprimer si vous voulez, le garder près de vous et de parcourir ce plan-là qui s'appelle Vision 2025 et qui contient les visées de la communauté au niveau d'une réalisation d'une qualité de vie pour les francophones en Ontario dans toutes les sphères de la vie quotidienne. Je vous encourage à vous inspirer de ce document-là, de votre mission et des besoins de vos membres et de votre clientèle pour bâtir des projets qui vont mériter du financement et avoir un impact dans la vie de votre communauté. Merci beaucoup d'avoir suivi ces webinaires. Ils vont être disponibles sur le web, au site de mon assemblée cet hiver. Ils vont être pérennisés. Ils seront disponibles pour partage, pour révision. Vous allez être en mesure de bâtir sur les expertises que vous avez créées, les habiletés que vous avez renforcées dans cette série de webinaires. Je vous souhaite bon succès dans vos démarches de financement gouvernemental. Merci beaucoup.